Alors bonjour, donc je pensais qu'on avait donc 10 minutes chacun, c'est ça? Ah non, pas du Non. tout. Ah bon, C'est 10 minutes pour les deux. Vous d'accord, vous arrangez comme vous voulez. d'accord, on aura peut-être droit, puisqu'on est deux, à un bonus. Bon, enfin bref. Donc Vincent Renard, faculté Paris-Créteil, et j'ai l'insigne honneur d'être accompagné par Stéphane Oustric, président de la sous-section 5303. Et on va juste, avant de rentrer dans des éléments plus factuels et plus scientifiques, faire un petit point institutionnel sur la discipline et sur la recherche. Il y a 3 ans, lors du premier congrès de l'océan Indien, c'est mieux avec ce micro, paraît-il. Donc, excusez-moi, donc il y a 3 ans, quand on était venu lors du premier congrès de l'océan Indien, on avait rappelé quelques fondamentaux et défini la médecine générale et l'importance des soins premiers par ces éléments qui suivent, puisqu'il n'y a pas beaucoup de disciplines dont l'existence de professionnels sur le terrain améliore les grands critères de santé publique. C'est le cas pour la médecine générale. Et pour aboutir au fait que la formation initiale, c'est un enjeu fondamental, et que l'existence d'une discipline et de sa formation initiale dépendent de sa reconnaissance universitaire. Alors la reconnaissance universitaire, elle a été acquise, et si on veut faire quelques petits résumés sur cette magnifique frise, on voit que c'est extrêmement récent, parce qu'autant le DES est arrivé en 2004, autant il a fallu attendre la fin de la cohorte, après la fin de la cohorte des premiers DES, pour que la filière universitaire soit créée à travers la loi du 8 février 2008, qui définissait ce qu'étaient les enseignants universitaires de médecine générale, qui n'étaient pas des hospitalo-universitaires, où un nouveau statut était créé avec l'exercice de soins en médecine générale ambulatoire et l'exercice universitaire à l'instar des autres. Et vous voyez que, en fait, cette histoire est très récente, puisque c'est qu'en 2011 que la première maître de conférence des universités médecine générale par la voie du concours a été nommée, et que, comme ça a été dit ce matin, ça fait 1 an que la création de la sous-section médecine générale du CNU a été annoncée et mise en place cette année avec les premières décisions en avril 2016, donc il y a moins d'1 mois. Donc vous voyez que cette histoire est extrêmement récente et Stéphane Oustric, en tant que président de la sous-section, y reviendra. Alors, des acteurs, évidemment, à l'instar du CGEOI pour l'océan Indien, eh bien, le Collège national représente la dimension universitaire de la discipline, et l'enjeu, à partir d'un terrain, et je dirais d'un terreau très hétérogène et très éclaté, eh bien, un des enjeux, c'est de donner une identité à la discipline et à la formation des futurs professionnels qui se reconnaissent dans le métier de médecin généraliste. Donc, de mettre en place, de perfectionner, d'améliorer une formation réellement professionnalisante dans le 3e cycle pour aboutir à certifier les professionnels, c'est-à-dire à pouvoir dire la faculté énonce que ces professionnels ont construit les compétences nécessaires à l'exercice du métier. Donc c'est un vrai enjeu, et cet enjeu de formation, il faut le mettre en parallèle avec l'enjeu de la recherche, puisque c'était un peu le but ou le sujet qui nous occupe, et c'est-à-dire de produire et de publier des données en soins primaires. Et pour ça, comme je le disais ce matin, il y a besoin d'équipes de recherche, donc il y a besoin de muscler la discipline universitaire et ses enseignants-chercheurs, et de faire graviter autour de ces enseignants-chercheurs, dont je vois dans cette salle quelques jeunes nommés qui viennent d'être nommés par le CNU, et que je salue, et autour de ces noyaux durs d'enseignants-chercheurs, de faire en sorte que, comme ça a été présenté tout à l'heure dans d'autres sessions, eh bien, les étudiants, les internes de médecine générale, les maîtres de stage, colligent des données, publient des données, s'intéressent à ce qu'en fait, ils aient dans leur exercice et dans leur réflexion une vraie richesse, celle de produire des données en soins premiers. En 2013, lors du premier congrès, juste un petit point d'ordre, à l'époque, donc c'était hier, il y avait plus de 6700 MSU, il y avait 29 professeurs des universités et 9 maîtres de conférence des universités, titulaires universitaires de médecine générale, il y avait 61 professeurs associés et 114 maîtres de conférence associés, et il y avait 71 chefs de clinique et 11 chefs de clinique associés. Eh bien, à la rentrée prochaine, il y aura
il y a au 1er janvier, donc en 2016, 8550 maîtres de stage. Il y aura 53 professeurs des universités et 30 maîtres de conférences, 62 et 124, et environ 140 chefs de clinique. Vous voyez en fait que l'histoire avance. Quelque part, l'histoire de la médecine générale universitaire est en marche, et l'enjeu et notre réunion et nos préoccupations et nos travaux s'articulent autour de ça, mais ont ça comme effet, puisque cet effet-là, il est aussi permis non seulement par le travail des instances nationales, mais il est permis parce que sur le terrain, il se passe des choses, et parce que sur le terrain, il y a une vraie émergence, à la fois de l'identité de médecine générale, et puis l'émergence d'un certain nombre de travaux de recherche. Donc, ce qui nous reste à gagner, et ce qui est loin d'être gagné en cette année de négociations conventionnelles, c'est d'aboutir à un système de soins organisé qui reconnaît réellement la médecine générale et les soins premiers dans le système de santé et qui les met en relation avec les compétences auxquelles on forme les jeunes. Je passe la parole à Stéphane Oustric. Oui, vas-y. Donc on revient un peu sur les éléments qu'on avait proposés et présentés initialement ce matin pour fixer le cadre du Conseil national des universités et de la sous-section. Donc c'est par rapport aux éléments présentés par Vincent et qui sont portés par le CNGE, c'est l'aboutissement de la filière universitaire de médecine générale qui permet aussi, en cohérence, de pouvoir décliner totalement le lien nécessaire et aussi générationnel entre formation initiale, formation professionnalisante et derrière l'activité professionnelle et du plein exercice qu'ont la médecine générale et ambulatoire de soins premiers. Donc c'était le lien nécessaire et cohérent pour qu'il y ait une garantie d'indépendance portée par des enseignants de la discipline et qui était en cohérence avec les éléments qu'a proposé Vincent et qu'il déclinera en suivant, portés par notre collège. Donc, sur les éléments qui a été amené, on est là juste pour avoir un élément sur les effectifs en cohérence avec notre schéma d'organisation et sur nos compétences professionnelles, mais on s'intègre pleinement dans l'université. On n'est pas à la marge, on n'est pas en dehors, on est pleinement dedans. Donc c'est une action qui est respect réglementaire du système dans lequel, bien sûr, on se doit d'évoluer en collaboration avec l'ensemble des autres acteurs sur le CNU. Donc le Conseil national des universités, il est organisé autour de la totalité donc, des disciplines scientifiques que l'on peut avoir en France. Ça peut être la géographie, l'histoire, la géologie, l'archéologie, voilà. Mais il y a à l'intérieur une spécificité qui est le CNU Santé et qui reprend les trois éléments que sont la médecine, l'odontologie et la pharmacie et qui sont réunis de la section 42 à la section 55. Donc vous retrouverez, vous verrez, c'est en gros préfiguré selon des éléments. Ils ont essayé de regrouper, mais des fois c'est pas tout à fait cohérent et vous verrez aussi qu'il y a certaines qualifications ou compétences qui sont à cheval, qu'on appelle des options. Par exemple, dans la 53, médecine interne, gériatrie, médecine générale, chirurgie générale. La chirurgie générale, vous le savez, dans le architecture et modification du DES qui va apparaître en 2017, elle va disparaître, puisque c'est un mode de fonctionnement franco-français. Voilà, donc tout ça, ça va disparaître. Mais on voit aussi l'addiction. Il y a une option chez nous en addiction que l'on va retrouver chez nos collègues psychiatres, chez nos collègues hépatogastro et chez nos collègues anesthésistes et réanimation. Donc ça veut dire que ça peut se préfigurer de façon différente. La section 53, donc, il y a la médecine interne et la gériatrie, la chirurgie générale et la médecine générale. Aujourd'hui, donc, le président de la section est le professeur François-René Pruvot de chirurgie générale. Voilà. On a deux vice-présidents de section, qui est Bertrand Godot pour la 5301 et Vincent Renard pour la médecine générale. Et donc nous, on a un fonctionnement dont la section, elle ne gère que des éléments de promotion ou des éléments de négociation pour les enseignants associés. Voilà, c'est un enjeu majeur qu'a porté le collège depuis longtemps, puisque, à l'instar des autres disciplines, les enseignants associés
est complètement géré par la sous-section, mais c'est un vote ensuite de l'ensemble de tous les présidents et vice-présidents des sections, c'est-à-dire c'est un pool national de postes que nous allons nous aussi définir. Voilà, donc c'est un élément important. Congrès de Lille, donc le conseiller Dubois-Randé vient annoncer que la médecine générale est une médecine d'excellence, au contact direct des patients. Elle doit être exercée par des professionnels de haut niveau qui maîtrisent les outils d'une science médicale de plus en plus technique et qui doivent s'insérer dans un contexte pluriprofessionnel. Donc, il décide, décision d'ouvrir enfin la possibilité à la médecine générale d'édicter ses propres critères d'excellence en termes de soins, d'enseignement et de recherche pour sélectionner ses pairs. Donc c'est intéressant, surtout qui sont ici la jeune génération ou ceux qui sont en responsabilité dans les départements. Vous avez compris que nous devons avoir, sans aller plus loin, un équilibre et une cohérence dans la présentation des dossiers, qu'ils soient pour les enseignants associés ou pour les futurs titulaires. La part soins est importante, la pédagogie est importante et la part recherche clinique est aussi importante. Il faut que ça soit équilibré et cohérent. Alors donc, il ne me reste plus que 55 diapos, et donc juste quelques éléments pour justement traduire qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la recherche. Je passe vite sur cette diapo, mais pour dire que la recherche, c'est une valeur ajoutée pour tout ce monde-là. Ce n'est pas juste la recherche pour les chercheurs ou pour les universitaires, c'est parce que ça a des conséquences pratiques. Et donc, si on regarde un peu ce qui s'est publié dans la discipline, on voit en 2011 130 publications, et vous verrez en 2008-2009, au moment de la création de la filière universitaire, c'était quasiment rien, et que les 582 articles entre 2011 et 2014, voilà où est-ce qu'ils ont été publiés, et donc c'est intéressant que vous ayez accès aux articles qui sont publiés dans la discipline, puisque c'est là que les publications ont un intérêt pour la pratique et que l'enjeu de la recherche, c'est qu'il soit mis à disposition de la communauté. Parce que si c'est publié juste pour faire des dossiers, ça n'a évidemment aucun intérêt. 2009, création de l'universitarisation et de la filière. Voilà où on était au plan national et international. Voilà où on était en 2014. Les chiffres 2015 vont sortir incessamment, mais ça continue à croître. En premier auteur, il y a un souci sur la diapo, mais sinon, la valeur dépasse maintenant les 80%, alors qu'avant, évidemment, les généralistes étaient moins souvent en premier auteur, parce que ce n'était pas eux qui conduisaient les équipes et les publications. Et donc, pour conclure, parce que le maître du temps est en train de s'étrangler, il y a vraiment un lien direct entre la production de la recherche et l'universitarisation de la discipline. Il y a un lien direct entre le seuil et la masse des enseignants-chercheurs et ce que ça aboutit en termes de publication, et que justement l'enjeu, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que cette recherche et que ces publications, ça a d'abord un objectif, c'est qu'un objectif intermédiaire que la médecine générale universitaire existe. Le seul objectif vraiment intéressant, c'est que ça modifie les pratiques des docteurs et que ça améliore la santé des patients. C'est à cette aune-là que doit être évaluée et juger les publications en médecine générale. C'est à cette aune-là que je vous invite à en prendre connaissance, non seulement dans ce type d'événements comme le congrès, mais dans des revues. Jean-Sébastien reviendra là-dessus avec la revue Exercer. Merci à vous.